docteur Maillard va parler de voilà, la gestion des symptômes, maintenant qu'on a parlé des maladies elles-mêmes, via tout ce qui est les thérapeutiques et ce genre de choses-là. Et puis, on a invité le docteur Cabrejo, qui est neurologue à Bichat, et qui s'occupe énormément de TP, d'éducation thérapeutique du patient, parce que même si ça se développe dans beaucoup de pathologies, et si on en parle de plus en plus, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Et on a donc la Soumaïra Foundation a fait un webinaire que vous pouvez retrouver en ligne avec le docteur Cabrejo, mais on a décidé quand même de le refaire aujourd'hui pour qu'elle puisse vous expliquer ce que c'est et que vous puissiez voilà, prendre note aussi que cette façon d'aider existe et cette façon de prendre en charge les symptômes existe aussi. Oui, on peut commencer comme ça. Je fais sur les symptômes. Comme ça. Ok. Freestyle. On fait pas avec des questions? Ouais. Ah, ou alors on peut commencer directement par des questions. Si vous avez des questions sur la prise en charge des symptômes en particulier. Bon, je commence et puis on verra sinon. Symptômes. Donc, parce que c'est très large. Ouais. C'est très large. Alors, en pratique, on pourrait dire, en fait, on pourrait déjà séparer deux types de situations. On va dire qu'une fois que le diagnostic a été posé, il peut y avoir deux types de situations. Déjà, les symptômes séquelaires, c'est-à-dire les symptômes que l'on a gardés de la précédente poussée. D'accord ? Parce que donc on a eu un premier épisode inflammatoire qui peut être une néphritopsie, qui peut être une atteinte de la moelle épinière avec un déficit de force, un déficit de sensibilité. Et donc le neurologue a mis en place des traitements, les corticoïdes, vous connaissez ça. Et puis il peut persister en fait des symptômes. Et donc ce sont ces symptômes séquelaires pour lesquels il va falloir apprendre à vivre avec, parce que malheureusement la réparation du système nerveux après l'attaque qui est survenue, elle va peut-être pas être parfaite et on va pas récupérer toujours à 100%. Donc c'est bien ça qui nous embête et c'est bien ça aussi qui nous incite à proposer après des traitements de fond, parce qu'on veut pas qu'il y ait de nouveaux épisodes, on veut pas qu'il y ait de nouvelles poussées et on veut pas qu'il y ait de nouveaux symptômes qui s'installent. Alors les symptômes séquelaires, c'est en fait, voilà, quand vous allez voir votre neurologue, vous dites ce qui vous gêne au quotidien et nous on peut voir, donc là on parle pas du tout des traitements de fond, des traitements qui vont jouer sur l'immunité, on peut discuter des approches thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses d'ailleurs, qui peuvent aider à améliorer et à soulager ces symptômes. Donc là, effectivement, c'est très vaste. Donc, on va pas pouvoir prendre tous les types de symptômes. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la NMO AQP4, on s'est rendu compte que les patients gardaient parfois des troubles sensitifs et en particulier des douleurs neurologiques. Ça, c'était pas très bien connu au début, mais là, ça fait maintenant 10-15 ans qu'on sait qu'il peut y avoir des douleurs neurologiques qui persistent avec des sensations très désagréables, très gênantes. Et donc, pour lesquelles on peut être amené à mettre en place des traitements par la bouche, des traitements par voie orale, qui vont essayer de diminuer ces sensations un peu douloureuse et gênante. Il peut y avoir ce type de symptômes. Quand on a des problèmes de la moelle épinière, il y a des patients qui vont avoir des troubles sphinctériens, donc des problèmes pour faire pipi, avec des envies très pressantes, on a du mal à contrôler, ou au contraire, il faut pousser pour faire pipi. Et donc, dans ces cas-là, on oriente nos patients vers des neuro-urologues, qui sont des gens qui sont spécialisés dans le mécanisme en fait, neurologique de la vessie, et qui peuvent proposer aussi des approches thérapeutiques pour soulager ce type de symptômes. Sur l'atteinte visuelle, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médicaments. Il n'y a pas de médicaments qui refont monter la vision. Les lunettes aussi ne peuvent pas aider parce qu'en fait, si c'est des fibres du nerf optique qui sont touchées, les lunettes ne vont pas aider. Par contre, le suivi ophtalmo, il est aussi important parce que l'ophtalmo, il va pouvoir voir s'il n'y a pas d'autre chose aussi. Parfois, on peut avoir des soucis, je sais pas, de la presbytie, que sais-je, et donc on peut améliorer quand même la vue en général. Et puis dans certaines situations, si vraiment on est très très gêné sur le plan visuel, les ophtalmos peuvent orienter, aider pour avoir des aides techniques, pour mieux se servir de l'ordinateur, pour lire, pour pouvoir mieux interagir. Voilà, donc c'est vrai que en gros la prise en charge des symptômes, je peux pas tout dire, mais c'est vraiment basé sur la communication. Vraiment, c'est le patient, le neurologue normalement pose les questions, mais encore une fois, c'est tellement vaste. Donc pendant la consultation, c'est très important de dire, voilà, moi ce qui me gêne, c'est ça, ça et ça. On essaye de, c'est pas un catalogue, mais on essaye de faire une liste, on essaye de voir ce qui gêne en premier quand même, parce que parfois on peut pas tout faire, mais déjà essayer de classer qu'est-ce qui gêne le plus et qu'est-ce qu'on peut proposer comme amélioration, comme traitement pour essayer de mieux vivre avec ces symptômes au quotidien.
Alors après, mais ça c'est Lucie qui en parlera après, souvent quand même, l'éducation thérapeutique, le fait de connaître sa maladie, ce qu'on est en train de faire un peu là, et ce qu'on peut relayer dans les centres, l'information autour de la maladie aide quand même beaucoup à démystifier aussi certains symptômes, à mieux comprendre, à mieux s'analyser. Et donc ça aussi, ça fait vraiment partie, je pense, de la prise en charge. Au-delà de la consultation, c'est de bien comprendre sa maladie et de bien analyser les choses. Donc ça, c'est la première chose sur le traitement des symptômes. Et après, je ferai juste une autre... Je vous parlais de 2 types de situations. Et il y a un autre type de situation qui est très important aussi, qui est j'ai le diagnostic de la maladie, je suis suivie, j'ai éventuellement des symptômes séquelaires. Et puis un jour, j'ai de nouveaux symptômes. Et c'est là aussi où il faut être vigilant, c'est aussi important. C'est ok, j'ai des petits symptômes séquelaires de temps en temps, mais je vais bien. Et là, j'ai des nouveaux symptômes qui sont pas comme la fois d'avant, qui sont différents, qui m'inquiètent et qui durent depuis plus de 24 heures. Donc là, c'est très important d'avoir le réflexe d'appeler votre neurologue, parce que ça, c'est pas normal. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir de nouveaux symptômes si vous avez un traitement qui a été mis en place, et de bien analyser quels sont ces symptômes pour que le neurologue vous voit rapidement et éventuellement dise est-ce qu'il faut faire une IRM, est-ce qu'on suspecte une nouvelle poussée, une récidive de la maladie, parce qu'on sait, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important, la prise en charge doit être très rapide dans ce genre de situation. C'est vraiment important donc, alors il ne faut pas s'affoler pour tout, hein, bien sûr, encore une fois, les symptômes qui sont apparus sur une journée, 2 journées, mais à ce moment-là, doivent vous faire réagir pour pouvoir être vus rapidement par votre médecin. Parce qu'effectivement, si là on suspecte une nouvelle poussée, la prise en charge, elle va être comme pour la première fois, on va discuter de faire une IRM, faire des corticoïdes, peut-être même des traitements un peu plus lourds, et il faudra réévaluer le traitement de fond qu'on avait mis en place, qui est peut-être pas suffisant. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, en fait, après l'annonce diagnostique, il va y avoir votre suivi, il va y avoir un traitement de fond, il va y avoir peut-être des poussées qui vont arriver. Et puis, entre tout ça, il va se passer plein de choses nouvelles dans votre vie, plein de choses, plein de questionnements. Et on le sait, hein, l'annonce diagnostique d'une maladie chronique, de toutes les maladies chroniques, mais de cette maladie, évidemment, c'est un bouleversement, c'est un changement très important dans la vie, que ce soit pour la personne qui est atteinte de sa maladie, mais aussi pour son entourage. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, pour pouvoir continuer à avancer, malgré plein de difficultés qui peuvent se présenter. Et ce que vous disiez sur comment est-ce qu'on peut avoir la main là-dessus, comment est-ce qu'on peut reprendre un peu le contrôle, c'est justement ce travail-là de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir, d'avoir du soutien et de connaître en fait, de commencer à construire son parcours de soins. Construire un parcours de soins, c'est que vous rentrez dans un système de soins. Donc il y a nécessité de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas le même en fonction des pays. Donc ça c'est des notions qui sont très importantes à connaître, à maîtriser. Et puis ensuite, c'est de construire son équipe de soins. Donc bien sûr, le neurologue, on est très important. Et puis, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être importantes dans votre équipe de soins. Et ça, vous avez la possibilité de la créer, cette équipe de soins. Et donc, l'éducation thérapeutique, en tout cas, les associations, tout ce travail qui est fait collectivement pour amener du soutien, que ce soit pour les patients et pour leur entourage, hein, c'est très important. Je crois qu'il y a des aidants, hein, comme on dit dans le mot utilisé, c'est l'aidant et l'entourage proche. Voilà, il y a vraiment besoin de construire des temps de réflexion par rapport aux difficultés qu'on va rencontrer, qui peuvent être je dois faire un prêt immobilier, comment ça se passe pour moi, est-ce que j'en parle au travail, comment j'en parle à mes enfants, et puis cette fameuse incertitude, comment je l'appréhende, ça, parce que on n'a pas forcément la solution à tout ça, évidemment, mais ça fait beaucoup de bien de se poser, d'y réfléchir, et puis de profiter aussi des expériences de chacun par rapport à ces sujets-là. Et donc là-dessus, sur ce genre de travail, bien sûr, les neurologues, l'équipe soignante, on a beaucoup de savoir, hein, parce qu'on suit beaucoup de gens, en plus du savoir très scientifique, hein, qui est évidemment fondamental dans cette maladie avec les nouveaux traitements et la connaissance qui s'enrichit. Mais vous avez aussi, bien sûr, tout ce qu'on appelle ce savoir expérientiel. Vous vivez la maladie, donc vous savez, il y a des choses que vous savez, que nous ne savons pas. Et donc, c'est ce qui va permettre justement d'avancer et de mieux adapter ce qu'on peut vous proposer aussi. Voilà, donc l'éducation thérapeutique, si j'explique un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, est-ce que vous en avez entendu parler ? Il y en a quelques-uns, je suis contente quand même.
Donc c'est en fait donc en France ça se présente sous forme de programmes qui sont structurés par des équipes pluriprofessionnelles et par des patients partenaires qui participent. Et donc on va proposer un suivi avec des ateliers le plus souvent collectifs autour de thématiques du quotidien. Et puis ça va être aussi autour des traitements de fond, des traitements symptomatiques. Enfin voilà, ça peut être adaptable. Il peut y avoir plein de thématiques différentes et c'est des moments où on peut discuter sur un sujet avec d'autres patients et des aidants. Et on essaye de trouver des pistes pour avancer sans forcément trouver de solution. On n'est pas, comme je dis toujours, c'est pas le monde des bisounours. Mais ça permet quand même du coup d'aller vers de l'apprentissage pour vous, personnalisé, pour vous aider dans votre quotidien par rapport à la maladie. C'est pas mal. Alors, si vous avez des questions pour cette petite introduction. Ma question, en fait, était de savoir dans quelle ville, dans quels hôpitaux il y aurait justement ces groupes de parole et tout ça. Parce qu'en fait, ou alors s'il y a un site internet sur lequel on puisse aller voir justement et pouvoir en fait participer à ce genre de réunion. Alors les programmes dont parle Lucie, vraiment d'ETP, pour le moment, ce sont des programmes qui ont été faits autour de la sclérose en plaques. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites depuis déjà 10-15 ans, avec l'arrivée des traitements puissants de la sclérose en plaques. Mais c'est vrai que justement, c'est là-dessus que Julie elle travaille beaucoup à Lyon, de mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique qui soient labellisés ensuite par les ARS, parce que il faut aussi qu'on soit labellisé pour la NMO. Donc on est en train de le faire, mais c'est vrai que ça n'existe pas encore structuré, on va dire, labellisé. On commence à le faire officieusement encore, mais un résultat nous on le fait en individuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore prévu la structuration pour le faire en groupe, pour deux raisons. Déjà parce qu'on y réfléchit, et deuxièmement c'est assez compliqué. Les patients sont, encore une fois, voilà, vous êtes assez nombreux, réunis grâce à TSF, mais en pratique, dans notre hôpital, nous à la Pitié, on suit beaucoup de patients, mais on suit des patients très différents, qui sont à des moments très différents aussi de leur maladie, qui recherchent pas tous la même chose, et donc c'est difficile aussi de construire un programme qui conviendrait. Ça peut pas convenir à tout le monde, donc il faut faire des choix. Et donc pour le moment, nous on essaie plutôt de faire un programme sur le début, c'est-à-dire les patients à qui on a fait l'annonce diagnostique assez récente. Et voilà, l'idée c'est de le développer après dans les années qui viennent. Voilà. Je peux peut-être vous dire un petit mot de ce qu'on essaye de faire à Lyon et de mettre en place et puis j'espère d'exporter. Effectivement, comme l'a dit Elisabeth, on travaille beaucoup sur le moment du diagnostic parce que je pense que c'est un des moments les plus importants. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce moment-là, puis ensuite d'accompagner un peu des points clés du parcours de soins, les changements de traitement, les événements de vie comme la grossesse. Et donc on a essayé de mettre en place un protocole un peu systématique où à chaque patient est proposé, donc en plus de la consultation avec le neurologue spécialiste de la maladie, de rencontrer une infirmière. Donc on a de la chance en fait, surtout d'être centre de référence, et du coup cette labellisation elle veut dire qu'on a des moyens financiers pour le faire. Donc moi j'ai la chance de travailler avec une infirmière alors qui n'est pas dédiée à la NMO et la MOGAD, qui fait le gros de son activité, ça reste de la sclérose en plaques, mais qui s'est particulièrement intéressée à ces maladies rares, et donc qui reçoit systématiquement tous les patients nouvellement diagnostiqués et qui propose également, dans un deuxième temps aussi, de rencontrer notre psychologue. C'est pareil, on a la chance d'avoir une psychologue aussi alors pour le coup, c'est pour les patients qui le souhaitent, pour justement parler de ce moment un peu particulier qui est l'annonce du diagnostic. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait systématisé dans la sclérose en plaques et qu'on essaye de systématiser maintenant dans la NMO et la MOGAD.
Oui, moi j'ai une question par rapport aux symptômes qu'on a évoqués au début. Donc moi c'est ma fille qui est mogade, qui a 17 ans. Donc elle a l'habitude de ces traitements de fond, elle les a depuis 2018. Et je trouve là depuis la rentrée de septembre qu'il y a une fatigue vraiment chronique. On avait l'habitude des fatigues après les perfusions, mais là depuis septembre, c'est, je dirais, presque un handicap. L'infirmière scolaire m'a appelé plusieurs fois pour me dire mais votre fille est épuisée. Enfin, depuis septembre, c'est vraiment un phénomène assez lourd, là. Donc je voulais savoir si la fatigue faisait partie de ces symptômes, parce que nous, on n'en avait pas conscience aujourd'hui à ce point. Est-ce que c'est plus la maladie? Est-ce que c'est les traitements? Enfin, quelques conseils par rapport à ça. Alors, moi, je vous vois pas, mais voilà, vous êtes là. En pratique, alors c'est compliqué la fatigue, hein, parce que vous l'avez dit, en fait, la fatigue, c'est un symptôme de tellement de choses. Ça peut être, c'est lié à tellement de choses dans le quotidien qu'on a parfois du mal à bien démêler les fils de tout ça. Alors, dans la sclérose en plaques, c'est assez connu que la fatigue est un symptôme assez classique de la maladie. Pour autant, alors qu'on sait que c'est un symptôme dans la sclérose en plaques, on sait aussi que les patients qui sont atteints de sclérose en plaques peuvent aussi avoir d'autres causes de fatigue liées au traitement, liées aussi parfois à des événements de vie difficiles, parce que c'est pas facile d'avoir une maladie chronique, d'avoir des traitements, et que parfois aussi le moral n'est pas forcément bon, ou l'angoisse également peut être importante. Et ces symptômes-là, enfin l'angoisse, le moral bas, c'est aussi des marqueurs importants de fatigue. Donc c'est pas toujours évident de savoir. Dans la mogade en tant que telle chez l'enfant, Kumaran, tu me dis si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait d'études particulières dédiées à la fatigue et que ce soit un symptôme spécifique de la maladie. Donc déjà, si elle est isolée et qu'il n'y a pas d'autres symptômes neurologiques qui sont apparus, ça reste pas évocateur d'une récidive et d'une rechute de sa maladie. Mais voilà, ça n'empêche qu'il faut faire, effectivement, il ne faut pas la masquer, il ne faut pas la taire. Si elle se plaint de fatigue, il faut en parler à son médecin. Essayer de rechercher une cause. Est-ce qu'il y a une autre cause de fatigue qu'on pourrait trouver? Peut-être faire un bilan, vérifier que la thyroïde marche bien. Enfin, c'est des choses dont on a l'habitude, on vérifie. Et puis après, peut-être, si on ne trouve vraiment rien sur le plan organique, peut-être réfléchir aussi si les allers-retours à l'hôpital pour faire ses traitements, ça la fatigue pas? Est-ce qu'il n'y a pas justement de l'angoisse aussi, puisqu'elle a 17 ans? Donc, il y a peut-être aussi des enjeux qui se profilent, voilà, et qui l'inquiètent parce qu'elle loupe l'école, parce que voilà, enfin, ça paraît assez légitime, et que c'est un peu aussi ce cocktail-là qui fait qu'elle est pas forcément très bien en ce moment. Moi, je voulais savoir aussi, c'est toujours moi. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire des poussées mais sans s'en rendre compte? Eh ben, c'est une bonne question. En pratique, dans la sclérose en plaques, c'est un phénomène qui est très connu. C'est même plutôt, c'est assez fréquent que les patients, s'ils vont très bien, et quand on fait des IRM régulièrement, on voit apparaître de nouvelles lésions de la maladie, comme si elle avançait en mode sous-marin, un peu sournoise, voilà, et que finalement, il n'y a pas de nouveaux symptômes. Les patients ne s'en rendent pas compte. Dans la NMO et dans la mogade, on s'est aussi posé cette question. Historiquement, c'était pas quelque chose de connu. C'est une maladie qui est plutôt silencieuse entre les symptômes et entre les poussées. Il y a quelques collègues, quelques équipes qui ont dit peut-être quand même, en reprenant les dossiers de nos patients, on se pose la question de l'apparition de quelques lésions, mais c'est très modéré. C'est pas associé vraiment pour le moment. Les résultats sont assez contradictoires et donc on n'a pas cette impression justement d'évolution silencieuse de la maladie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait beaucoup moins d'IRM de surveillance que ce qu'on fait dans la sclérose en plaques, où là on fait énormément d'IRM. C'est vrai que dans la mogade et dans la NMO, on fait des IRM au diagnostic, on fait des IRM pour vérifier que la lésion a bien cicatrisé, et puis après de façon un peu régulière, mais pas de façon très rapprochée comme on fait dans la sclérose en plaques, parce qu'en fait on ne s'attend pas à rechercher justement une atteinte silencieuse. C'est pas fréquent. Une question ici, mais en anglais. Yes. Hello, my name is Leda. I'm from Denmark. I have a question. I'm sorry, I don't know if you already have talked about it, but my question is there anything that I do as an NMO patient that could provoke a new relapse, like my lifestyle? Can my lifestyle be a reason for a new relapse? So I have to answer in English too? Yeah? Okay, please. Right.
Ok, of course. Donc en fait, Léna, qui vient donc du Danemark, pose la question de savoir s'il y a des choses en tant que patiente NMO, elle peut faire dans sa vie de tous les jours, son mode de vie, son lifestyle, pour éviter une nouvelle poussée. Et donc en fait, on en a un petit peu parlé avec la jeune femme derrière, donc vous avez déjà ma réponse qui est qu'il n'y a pas de choses particulières que vous puissiez faire à part avoir une vie normale, une alimentation saine, une activité sportive, mais il n'y a pas de choses prouvées que dans notre quotidien on pourrait faire qui empêcheraient la récidive. There is no evidence, scientific evidence of anything that you could do in your lifestyle that would influence or provoke another relapse. So be healthy, make sport once a week, and don't smoke. That's the 3 advice. Moi, j'aurais aimé savoir si, quand on fait les inflammations, moi j'en ai fait 2 par exemple, et on me dit que j'ai 2 cicatrices. Est-ce que je peux avoir espoir qu'un jour je n'ai plus de cicatrices? Cicatrices sur l'IRM? Oui, en fait, à l'endroit où j'ai fait les 2 poussées, les 2 inflammations, je suis plus en poussée, donc c'est parti, mais il me reste quand même des cicatrices. Alors l'IRM, c'est en fait, vous savez, ça fait des photos en fait. Ça dit pas exactement tout ce qui se passe dans notre corps, mais ça fait des photos des lésions. Et donc à la phase aiguë, on voit que c'est des lésions nouvelles, des lésions actives, très inflammatoires. Et puis après, le processus normal de cette inflammation, c'est que ça va se diminuer de taille, ça va être moins actif, ça va se réduire. Parfois même, on voit ce qu'on appelle ça de l'atrophie. Le tissu s'est un petit peu rétracté comme ça. Mais en pratique, alors dans la MOGAD, les lésions parfois disparaissent complètement, mais dans d'autres pas toujours, et puis dans la QP4 pas forcément non plus, mais en fait on s'en fiche un peu. C'est comme des taches sur la peau, en fait c'est comme une cicatrice sur la peau. Quand vous avez eu un accident, que vous êtes coupé, vous allez garder cette cicatrice, mais c'est pas parce qu'il y a cette cicatrice que le système nerveux ne refonctionne pas, d'accord? On peut tout à fait avoir une récupération, parfois même à 100%, sans aucun symptôme séquelaire, et on va garder cette petite cicatrice sur l'IRM. Donc pour nous, c'est important de savoir, encore une fois, comment la lésion va cicatriser, comme ça on le sait, on l'a quelque part, mais on va pas s'attendre à ce que ça disparaisse forcément, et ça ne préjuge pas de la suite non plus. Si, parce que moi, je sais que, par exemple, si j'ai un rhume ou si je tombe malade, il se peut que j'ai des symptômes de la NMO. Oui. Et je l'ai eu l'année dernière. Donc, du coup, à chaque fois que je suis faible, la cicatrice s'enflamme encore un peu. Alors non, c'est pas de l'inflammation, ça c'est autre chose. Alors dans la sclérose en plaques, on appelait ça le phénomène d'Uthoff, mais en fait c'est la même chose, c'est le même principe que ce que vous décrivez très bien. En fait, il faut se dire, mettons qu'on est justement dans l'information sensitive, donc pour aller apporter l'information sensitive à la main, dans la fibre nerveuse. Donc l'axone, le neurone parle à son copain, l'autre neurone, avec son grand bras là qui est l'axone, et donc la myéline, vous savez, c'est l'isolant là sur l'axone qui permet que le signal nerveux passe à toute vitesse comme un câble électrique, et c'est pour ça que le truc fonctionne. Ça, c'est la base. Et donc quand on a une maladie inflammatoire où la myéline a été abîmée, donc il se trouve que la sclérose en plaques, c'est le modèle le plus connu parce que c'est la maladie la plus fréquente, mais dans la MOGAD ou dans la NMO, le résultat est le même. Il y a eu une lésion à cet endroit-là, la myéline a été abîmée, et puis finalement, des cellules de réparation sont venues réparer un petit peu, si vous voulez, cette myéline, et donc c'est pour ça qu'on a récupéré. Sauf que la myéline de réparation, qu'on pourrait appeler comme ça, on sait qu'elle n'est pas aussi efficace que la myéline originale, la myéline de base, la myéline qu'on a faite quand on était enfant, parce qu'on fait ça quand on est bébé en fait, sans s'en rendre compte. Et donc cette myéline, elle peut être parfois prise à défaut. Et le grand classique, c'est quand la température du corps augmente. Donc c'est les grandes canicules, c'est la fièvre, c'est la grippe avec 41, et donc ça c'est, ou le hammam même, ça peut arriver. Voilà, quand il fait hyper chaud, et ben en fait le signe, c'est électrique quasiment cette explication. Le signal nerveux, et ben il va moins bien passer. La myéline, elle va moins bien fonctionner dans cette situation-là. Donc c'est l'endroit qui a déjà été abîmé. Donc vous allez reconnaître les symptômes, vous le connaissez par cœur. C'est ce qui se passe toujours quand vous avez très chaud. Le courant passe moins bien, et donc à
nouveau, vous allez avoir les symptômes en lien avec cette lésion. Mais c'est pas une nouvelle inflammation, il n'y a pas une nouvelle destruction, ça se réabîme pas en fait. Alors c'est gênant hein, pour vous évidemment, mais ça ne veut pas dire que la maladie progresse, c'est vraiment la cicatrice qui, alors se réveiller, c'est pas un bon mot parce qu'encore une fois, c'est pas une nouvelle chose, mais en fait, c'est juste le stigmate de ce qui vous arrive. Voilà. Moi, je vais un peu d'aller, mais complètement bête. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on trouvera la solution pour réparer cette maladie? Alors oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus parce qu'effectivement, c'est un des gros problèmes dans la sclérose en plaques. On a beaucoup avancé sur la prise en charge de la prévention des poussées, mais il reste justement ce point-là qui est très important. Est-ce qu'on pourrait aider à réparer ce qui a été abîmé, peut-être, voilà, qui est responsable des symptômes séquelaires? Mais peut-être que vous en parlerez après, parce que voilà, je pense que le professeur Stankov pourra vous en parler. Je vais parler d'un micro moi aussi, mais tout à l'heure vous parliez de construire son équipe de soins. Est-ce que vous pouvez développer ce concept-là? Construire son équipe de soins, c'est quoi? Comme vous le savez, il y a quand même pas mal de soignants qui vont être impliqués dans la prise en soin des patients qui ont des maladies chroniques. Et donc bien sûr, il y a le médecin, très important, mais il va y avoir aussi, donc le médecin, il peut avoir toute une équipe autour de lui. Et donc, il y a les infirmières du service éventuellement. Il y a des infirmières maintenant aussi, des infirmières de pratique avancée, on appelle des IPA, qui sont des infirmières qui ont la possibilité aussi de prescrire certaines choses. Alors peut-être pas les traitements spécifiques, mais en tout cas sur des traitements de renouvellement de traitement, des choses comme ça. Il va y avoir bien sûr tout le côté rééducation, hein, quand on a besoin. Donc il y a bien sûr kiné, il y a toutes les équipes de rééducation qui existent aussi, avec des médecins rééducateurs, des kinés, des ergothérapeutes, donc des orthophonistes. Enfin voilà, il y a pléthore de soignants qui peuvent intervenir en fonction des symptômes que l'on peut avoir. Il va y avoir bien sûr tout ce qui va être soutien psychologique, hein, qui est hyper important, donc psychologue, psychiatre, voilà. Et puis il peut y avoir aussi des patients partenaires. Donc vous allez voir, le partenariat patient se développe beaucoup. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle donc des patients partenaires ou des patients experts qui peuvent aussi aider, participer au projet de soins. Accompagner, donc ce qu'on appelle de la paire aidance. Donc ça se développe beaucoup en France. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces personnes autour qui vont être des personnes ressources et qui peuvent être des professionnels. Et puis ensuite, il y a toutes les ressources aussi qu'on peut trouver dans son entourage proche et qu'on peut apprendre aussi à identifier. Voilà, donc c'est tout un travail en fait de se poser, comme je vous disais, ça l'éducation thérapeutique le permet de se poser pour décider un peu, déjà identifier les bonnes ressources et qui peut m'aider et qui peut m'aider aussi dans telle situation. C'est j'ai telle difficulté, vers qui je vais me tourner. Donc ça, c'est pas forcément si simple. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas si simple que ça. Et puis moi aussi, je discute pas mal des problèmes de communication qu'on peut avoir entre patients, entre aidants et entre soignants, parce que ça peut arriver. Et c'est pas si simple non plus, à la fois pour les patients, mais aussi pour les soignants, des fois. Il y a des malentendus, il y a des problèmes de com, et ça aussi, ça se travaille. Donc, dans l'idée que je fabrique mon équipe de soins, c'est aussi que j'apprends à mieux communiquer avec mon équipe de soins. Et du coup, on peut se mettre d'accord. Enfin, il y a une histoire de comment on fonctionne ensemble, comment qu'on se mette d'accord sur le mode de communication. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Et ça permet vraiment d'améliorer tout le parcours, en fait. Voilà.
Du coup, juste, tant que les gens trouvent quelque chose. Pour rebondir sur la rééducation, ça existe la rééducation spécifique à NMO-MOGAD. Il y a des centres spécialisés en France et il y a des spécialistes de la rééduc. Non, parce que sur le plan de la rééducation, c'est pas une prise en charge très spéciale, hein. Ça reste de la rééducation neurologique. C'est très proche. Encore une fois, les symptômes sont assez proches de ce qu'on observe dans la sclérose en plaques ou dans d'autres maladies qui touchent le système nerveux central. Donc, non, il n'y a pas de centre spécialisé. Après, quand on a des séquelles qui nécessitent de la rééducation, par contre, oui, c'est important d'en parler au neurologue, de rencontrer un spécialiste rééducateur, parce qu'il peut y avoir des programmes de rééducation. On n'est pas, maintenant, ça se développe beaucoup de faire de l'HDJ, de l'hôpital de jour, quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément envie de rester 4 semaines à l'hôpital. Ça permet d'avoir des programmes assez intensifs, mais sur une période courte en hôpital de jour. Mais voilà, les centres qui font ça, c'est des centres classiques de rééducation neurologique. Alors effectivement, après, là, on parlait de rééducation neurologique, on va dire, sur les symptômes de déficit moteur, d'atteinte de la moelle épinière. C'est vrai qu'après, sur des déficits plus spécifiques comme celui que vous décrivez, là, pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'avoir un intervenant qui soit spécialisé. Après, de toute façon, on en a un peu déjà parlé, la difficulté aussi quand on a une maladie rare, c'est que, par principe, elle est rare, les gens connaissent pas très bien. Et il y a aussi des professionnels de santé qui sont pas toujours au courant. Donc, elle en a parlé tout à l'heure, Julie, et c'est vrai que le PNDS, pour ça, il est vraiment important. On a essayé de lister vraiment les connaissances à avoir. Et donc, c'est aussi important de garder le lien avec les professionnels de santé, même si au début, on se dit, ah bah dis donc, il connaît pas ma maladie. C'est pas, voilà, il va apprendre aussi, de communiquer. Je pense que c'est vraiment important. Et en particulier le médecin traitant, parce que alors c'est très difficile, les médecins traitants en ce moment, il n'y en a plus beaucoup en France malheureusement, mais c'est un vrai souci parce que honnêtement sur nos patients, il y en a beaucoup qui n'ont pas de médecin traitant. Je ne sais pas si vous avez tous un médecin traitant, mais clairement c'est quand même hyper important. Donc certains disent oh ben non, j'ai pas besoin parce que vous êtes le neurologue, vous êtes le centre expert, j'ai une maladie rare et tout. Certes, mais pour autant on a quand même besoin d'être accompagné pour plein d'autres choses et c'est important de pas sortir le médecin traitant du parcours de soins et que voilà, comme ça nous on peut communiquer avec lui, il peut communiquer avec nous et c'est aussi une personne vraiment ressource importante dans le parcours. Les médecins généralistes qui ne connaissent pas la maladie, c'est normal. Mais c'est normal. Voilà, mon médecin généraliste ne connaissait pas ma maladie. Je lui ai expliqué grosso modo. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est intéressé à ce que c'était. Hein. Parce qu'à chaque fois, il me dit c'est toi déjà. Ben voilà. Mais vous lui apprenez, c'est ça aussi qui est important. Parce que après, on dit, il y a des études qui disaient, je crois, un médecin traitant, il suit à peu près un patient avec une sclérose en plaques. Donc vous imaginez pour la NMO ce que ça fait, quoi. Hein, c'est hyper rare. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se passer d'avoir un médecin traitant, voilà, et que ça n'empêche que espérons qu'il s'y intéresse un jour et que vous lui rappeliez régulièrement et que le jour où il se pose une question sur votre santé et il se dit oui mais c'est vrai que cette dame elle a cette NMO, elle est suivie dans tel centre par tel neurologue, je vais me renseigner, je vais dire ou je vais regarder le PNDS, est-ce que ça peut être en lien, voilà. Ce qu'il faut c'est, on peut pas tout savoir mais en tout cas faire les ponts et les liens entre les équipes et entre les personnes qui s'occupent de vous. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Elisabeth. Effectivement, je pense que la communication, c'est la clé et qu'il faut vous rendre compte que la rareté de votre maladie fait que vous êtes
vous-même en tant que patient plus expert qu'un certain nombre de professionnels de santé qui vont vous prendre en charge. Et que vous avez besoin d'avoir un neurologue qui connaisse votre maladie. Par contre, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir autour de vous des personnes qui connaissent les spécificités de votre maladie. Notamment dans la prise en charge rééducative, il suffit de reconnaître et de savoir traiter le symptôme finalement pour vous aider. Et ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails sur votre maladie. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Et je pense que la clé dans tout ça, de toute façon, on l'a dit 15 fois, je pense, c'est la communication entre professionnels de santé, qui n'est pas toujours facile, mais il faut absolument effectivement que ce soit possible. Et donc on voulait aussi vous en profiter pour vous faire savoir que donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur l'année 2024 pour des situations, alors c'est plutôt adressé à des situations d'urgence, notamment de poussée ou de symptômes inattendus, vont vous être proposées des cartes d'urgence. Donc, c'est des cartes qui ont été élaborées avec les centres de référence et en lien avec la filière Brain Team, donc, qui est la filière maladies rares qui nous aide à structurer la prise en charge des soins en France dans les maladies rares. Donc, ces cartes sont maintenant disponibles. Donc, il faut les créer pour chaque patient. Donc ça va prendre un petit peu de temps, vous attendez pas à ce qu'on vous la donne demain, mais chaque centre va pouvoir créer ces petites cartes pour leurs patients. Donc c'est vraiment au format carte bleue avec dedans le nom de votre maladie, les principaux symptômes qui doivent alerter, le fait que ou non vous ayez un traitement immunosuppresseur, donc si vous consultez aux urgences parce que vous avez de la fièvre, il faut savoir que vous avez ce traitement-là, et puis surtout les coordonnées des personnes aux ressources, donc du centre qui vous suit, et d'une personne que vous aurez désignée aussi comme personne à prévenir. Donc ça c'était une demande des associations de patients notamment aussi. Et il y a effectivement, le professeur Deva me fait remarquer que sur chaque carte, il y aura un QR code qui peut être scanné avec un téléphone, avec un lien vers le site de Brain Team et notamment le PNDS. Donc aussi, voilà, pour les différents professionnels de santé qui vous prennent en charge. Alors non, ça c'est pour la France, ouais. La dame nous dit qu'elle vient de Belgique. C'est quelque chose de français, ouais. C'est organisé par nos réseaux de soins et notamment par ces filières maladies rares en France qui s'appellent Brain Team. Mais... Alors, c'est une question que j'ai posée. Pour l'instant, la création des cartes n'a été ouverte qu'au centre de référence, au centre constitutif, donc au centre coordonnateur et à la Pitié et à Lyon. Ils vont l'ouvrir assez rapidement, normalement, au centre de compétences, donc à tous les autres centres. Après, ce sera probablement pas possible dans chaque hôpital qui existe en France. Après, l'organisation des soins vous conseille de toute façon d'avoir au moins un suivi, peut-être annuel ou tous les 2 ans, ou un suivi de temps en temps dans un centre de compétences de votre maladie. Et il y en a maintenant un certain nombre grâce à la nouvelle labellisation. On en rediscute. Après, juste pour aussi répondre à votre question, le PNDS dont on parle, le protocole national de diagnostic et de soins, c'est considéré comme les bonnes pratiques par les médecins français en consensus. C'est pas parce que vous êtes en Belgique que les médecins ne peuvent pas prendre exemple sur ce qui est écrit à l'intérieur. Ça reste des bonnes pratiques internationalement quasiment reconnues. Après, il n'aura peut-être pas accès aux mêmes professionnels, vous n'aurez pas la même prise en charge, les remboursements ne sont pas les mêmes, enfin, plein de choses ne sont pas les mêmes, mais ça reste quand même considéré par les médecins français comme la meilleure façon de prendre en charge un patient en NMO. Donc ça peut toujours inspirer un neurologue belge, je pense quand même. Je vous remercie. Juste un commentaire sur le côté européen. Donc je tiens à préciser quand même que tous les maladies rares, tous les réseaux de maladies rares sont actuellement aussi européens. Donc il y a un aspect qui a été créé qui s'appelle en fait European Reference Networks. Donc ça s'appelle ERN. Et les NMO, les MOGAD et les maladies rares du système nerveux central auto-immune sont dans un centre de référence européen qui s'appelle RITA. Et dans RITA, il y a 3 centres belges en fait, qui font partie.
Et normalement, l'objectif en fait de ces ERN, c'est d'homogénéiser en fait la prise en charge de ces maladies rares. Et normalement, chaque État, donc avec ces centres qui ont été labellisés, doit pouvoir vous donner en fait ces informations. Et normalement, pour l'instant, on ne l'a pas encore. On est en train de réfléchir pour le transformer en anglais. Il y a actuellement des groupes de travaux en fait pour le rendre avec l'EAN, etc. Des protocoles un peu comme on a fait pour le PNDS en France pour l'Europe en fait. Hein. Donc c'est des choses qui vont apparaître. Mais normalement, quand vous avez donc des questions spécifiques, ces prises en charge sont un peu entre guillemets homogénéisées en Europe. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Maya. Merci beaucoup, Dr Cabrejo.